La voiture de luxe noire s'arrêta au milieu du terrain abandonné, soulevant un nuage de poussière qui se mêlait à l'odeur nauséabonde des déchets pourris. À l'intérieur du véhicule, l'homme d'affaires observait par la fenêtre enfumé le paysage désolé de ce coin oublié de la ville. Il était là pour évaluer le terrain qu'il venait d'acheter, un investissement qui promettait un retour généreux après la revitalisation du quartier. Mais quelque chose attira son attention de manière troublante. Une femme d'âge moyen, vêtue de vêtements chers et de grandes lunettes de soleil, descendait d'une berline argentée garée à quelques mètres. Ses mouvements étaient nerveux, précipités. Elle ouvrit le coffre et tira quelque chose de lourd. L'homme d'affaires fronça les sourcils. C'était un grand sac poubelle noir, volumineux. La femme regarda rapidement autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle était seule, et traîna le sac jusqu'à un tas de débris. Puis, sans cérémonie, elle jeta le sac au milieu des décombres et courut retourner à la voiture. Le moteur de la berline rugit et les pneus crissèrent sur l'asphalte irrégulier. En quelques secondes, le véhicule disparut sur la route de terre, ne laissant derrière lui que la poussière suspendue dans l'air chaud de l'après-midi. L'homme d'affaires resta immobile, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Quelque chose dans cette scène était profondément mauvais. Ce sac était beaucoup trop lourd pour être de simples déchets. Et le désespoir dans les gestes de cette femme révélait qu'elle se débarrassait de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Il ouvrit la portière de la voiture et descendit, ajustant son costume gris foncé. Le soleil frappait son visage tandis qu'il marchait vers l'endroit où le sac avait été abandonné. Ses chaussures italiennes s'enfonçaient dans la terre sèche et craquelée. L'odeur devenait de plus en plus intense à chaque pas. Lorsqu'il arriva près du tas de débris, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Un sanglot étouffé, faible, presque inaudible. Il provenait de l'intérieur du sac. Ses mains tremblèrent en tirant sur le nœud qui fermait le plastique. Lorsqu'il réussit enfin à l'ouvrir, son cœur faillit s'arrêter. Recroquevillé à l'intérieur du sac, les genoux repliés contre la poitrine et les bras maigres entourant ses propres jambes, se trouvait une fillette. Elle n'avait pas plus de 7 ans. Sa peau foncée était couverte de saleté et d'égratignures. Ses yeux bruns, écarquillés de peur, croisèrent les siens. Elle ne dit rien. Elle se contenta de le regarder, comme si elle avait oublié qu'il existait encore des gens dans le monde capables de la voir comme un être humain. L'homme d'affaires sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. L'image de cet enfant abandonné comme un déchet réveilla en lui un souvenir ancien et douloureux. Il avait perdu sa femme il y a 3 ans, dans un accident de voiture. Dans ses derniers mois de vie, elle disait toujours la même chose, que le monde avait besoin de plus de personnes prêtes à voir la souffrance des autres et à agir. Il n'avait jamais oublié ces mots. Et maintenant, devant cette fillette, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il se baissa lentement, tendant la main avec précaution. La fillette recula, se pressant encore plus contre le fond du sac. Ses lèvres tremblaient. L'homme d'affaires comprit qu'elle s'attendait à de la violence, à plus d'abandon, à plus de douleur. Puis, d'une voix aussi douce qu'il put, il dit qu'il était là pour aider. Qu'il ne lui ferait pas de mal. Qu'elle était en sécurité maintenant. La fillette ne répondit pas. Mais ses yeux commencèrent à briller, et une larme coula sur son visage sale. Elle tendit la main tremblante, et il la prit avec délicatesse. Lorsqu'il la sortit du sac, il remarqua qu'elle ne portait qu'une robe déchirée et sale, sans chaussures. Ses petits pieds étaient blessés, avec des coupures anciennes. Elle avait du mal à se tenir debout. Il la prit dans ses bras, et elle ne résista pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule et ferma les yeux, épuisée. Portant la fillette, l'homme d'affaires retourna à la voiture. Son chauffeur, un homme d'âge moyen nommé Victor, écarquilla les yeux en voyant la scène. Il ouvrit immédiatement la porte arrière et prit une couverture qu'il gardait dans le coffre. L'homme d'affaires enveloppa soigneusement l'enfant et la plaça sur le siège en cuir doux. Elle restait silencieuse, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, comme pour vérifier si tout cela était réel ou juste un autre cauchemar. Sur le chemin de la maison, l'homme d'affaires appela sa gouvernante, Elena, et lui demanda de préparer une chambre et de fournir des vêtements propres pour une fillette de 7 ans. Elena, surprise, posa plusieurs questions, mais il lui demanda d'attendre jusqu'à leur arrivée. Il raccrocha et regarda le siège arrière dans le rétroviseur. La fillette dormait, respirant de manière irrégulière. Il ressentit un mélange de colère et de tristesse. Colère contre cette femme qui avait abandonné un enfant comme un déchet. Tristesse à l'idée de tous les autres enfants souffrant en silence, invisibles au monde. Lorsque la voiture franchit les portes du manoir, Elena se tenait sur le pas de la porte, les mains sur les côtés de son tablier blanc. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant la fillette dans les bras de son patron. Elle courut pour aider, le guidant jusqu'à l'une des chambres d'amis au 2e étage. La chambre était spacieuse, avec des murs clairs et un grand lit recouvert de drap blanc.
Elena avait laissé des vêtements propres sur le lit et préparé un bain chaud. La fillette se réveilla lorsqu'elle fut posée sur le lit. Ses yeux parcoururent la chambre avec méfiance. Elle n'avait jamais été dans un endroit pareil. Les murs étaient propres, sans moisissure ni fissure. Il n'y avait pas de cafards courant sur le sol. Il n'y avait ni cris ni coups. Juste le silence et une légère odeur de lavande. Elena s'approcha doucement, souriant avec tendresse. Elle expliqua qu'elle allait l'aider à prendre un bain et à s'habiller. La fillette hésita, mais finit par accepter. Pendant qu'Elena s'occupait de l'enfant, l'homme d'affaires descendit dans le salon. Sa fille, Pamela, était assise sur le canapé, lisant un livre. Elle avait 10 ans et était la chose la plus précieuse qui lui restait au monde. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux et remarqua l'expression sur le visage de son père. Quelque chose s'était passé. Il s'assit à côté d'elle et raconta tout. Il dit qu'il avait trouvé une fillette abandonnée dans un terrain et qu'il l'avait ramenée à la maison. Il expliqua qu'il devait l'aider, au moins jusqu'à ce qu'il découvre qui étaient les responsables. Pamela resta silencieuse longtemps. Puis elle demanda si la fillette allait vivre ici. L'homme d'affaires répondit qu'il ne savait pas encore, mais qu'elle avait besoin de soins urgents. Pamela acquiesça, mais il remarqua une étrange lueur dans ses yeux. De la jalousie? De la peur? Il n'en était pas sûr. Mais il décida d'en parler plus tard. Pour l'instant, il devait penser à la prochaine étape. Cette nuit-là, la fillette dîna pour la première fois depuis plusieurs jours. Elena prépara une soupe légère et du pain frais. L'enfant mangea lentement, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. Puis elle fut ramenée dans sa chambre et couchée pour dormir. Elena resta à côté du lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lorsqu'elle redescendit, elle trouva l'homme d'affaires dans la bibliothèque, regardant par la fenêtre. Il pensait à la femme qui avait abandonné l'enfant. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle fait ça? Et, plus important encore, comment pouvait-il s'assurer que cette fillette ne retournerait jamais entre les mains de quelqu'un d'aussi cruel? Elena s'approcha et posa sa main sur son épaule. Elle lui dit qu'il avait fait ce qu'il fallait, que sa femme serait fière. Il acquiesça, mais savait que le chemin à venir serait long et difficile. Le lendemain, l'homme d'affaires engagea un détective privé. Il devait découvrir qui était cette femme et quelle était l'histoire de la fillette. Le détective promit des résultats rapides. Pendant ce temps, l'enfant commençait à s'adapter à sa nouvelle réalité. Elle ne parlait toujours pas, mais acceptait la nourriture et les vêtements propres. Elena remarqua qu'elle aimait dessiner. Elle apporta donc du papier et des crayons de couleur. La fillette passa des heures à dessiner, toujours des figures sombres et inquiétantes. Des maisons en feu, des gens criant, de grandes mains levées dans les airs. Pamela observait tout de loin. Elle ne s'était pas encore approchée de la fillette. Une partie d'elle éprouvait de la compassion, mais une autre partie avait peur. Peur que son père s'attache tellement à cet enfant qu'il oublie elle. Au moment du dîner, les trois s'assirent à la table pour la première fois. Le silence était pesant. La fillette mangeait la tête baissée. Pamela la regardait de temps en temps, mais ne disait rien. L'homme d'affaires essayait d'engager la conversation, mais les réponses étaient courtes ou inexistantes. Après le dîner, il emmena les deux filles dans le salon. Il mit un film pour enfants à la télévision et s'assit entre elles. La fillette sauvée fut fascinée par les couleurs et les sons de l'écran. Elle n'avait jamais regardé la télévision auparavant. Pamela le remarqua et ressentit une douleur au cœur. Comment quelqu'un pouvait-il vivre sans connaître des choses aussi simples? Pour la première fois, elle commença à voir cette fillette non comme une menace, mais comme quelqu'un ayant besoin d'aide. Quelqu'un qui méritait une chance. Lorsque le film se termina, la fillette sourit pour la première fois. Ce fut un petit sourire, timide, mais suffisant pour faire fondre le cœur de l'homme d'affaires. Il sut à ce moment-là qu'il ne pouvait pas simplement remettre cet enfant à un orphelinat ou aux services sociaux. Il devait la protéger. Il devait s'assurer qu'elle ait une vie digne. Et, si nécessaire, il se battrait contre quiconque tenterait de lui retirer cela. Mais il n'avait aucune idée que la tempête ne faisait que commencer. La femme qui avait abandonné la fillette ne renoncerait pas facilement. Et lorsqu'elle découvrirait où se trouvait l'enfant, elle ferait tout pour reprendre le contrôle. Pas par amour, mais pour quelque chose de bien plus sombre et dangereux. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette aventure passionnante. 3 jours après le sauvetage, le détective privé apparut au manoir avec un dossier marron rempli de documents. Son visage était sérieux lorsqu'il entra dans le bureau de l'homme d'affaires. Il étala des photos et des papiers sur la table en acajou sombre. La première image montrait la femme du terrain abandonnée, désormais identifiée comme Catarina Morera, une avocate de 38 ans travaillant dans un cabinet prestigieux du centre-ville. À côté d'elle, sur une autre photo,
se trouvait un homme en costume à rayures et au regard arrogant. Harold Blake, avocat pénaliste connu pour défendre des affaires impossibles en utilisant des méthodes discutables. Le détective expliqua que Katharina était la tante de la fillette. La mère de l'enfant, sœur cadette de Katharina, était décédée 6 mois auparavant dans des circonstances nébuleuses. Le certificat de décès indiquait une pneumonie, mais les voisins rapportèrent que la femme était en bonne santé quelques jours avant sa mort. Après le décès, Katharina prit la garde de sa nièce, mais ne manifesta jamais d'affection pour l'enfant. Au contraire, des témoins affirmèrent que la fillette était traitée comme une domestique, dormant dans une petite pièce au fond de la maison, mangeant des restes et recevant fréquemment des coups. L'homme d'affaires sentit la colère monter dans sa poitrine. Il serra les poings sur la table. Pourquoi quelqu'un accepterait-il la garde d'un enfant seulement pour le maltraiter? Le détective répondit par une révélation troublante. La mère de la fillette avait laissé un héritage considérable, comprenant un appartement et un compte bancaire avec une somme importante. Tout était au nom de la fille, et Katharina en était l'administratrice légale jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Cela expliquait tout. Katharina voulait l'argent, mais pas la responsabilité. Et lorsqu'elle se rendit compte que la présence de l'enfant gênait ses plans, elle décida de s'en débarrasser. Mais il y avait autre chose. Le détective montra des photos de Katharina entrant et sortant de restaurants coûteux, toujours accompagnée de Harold Blake. Les deux étaient amants. Et Blake avait une réputation douteuse. Il était connu pour soudoyer des témoins, falsifier des documents et manipuler des procédures judiciaires. Si Katharina découvrait où se trouvait la fillette, elle utiliserait certainement tous les moyens possibles pour récupérer la garde. Pas pour s'occuper de l'enfant, mais pour garder le contrôle sur l'héritage. L'homme d'affaires renvoya le détective et resta seul dans le bureau pendant des heures. Il savait qu'il devait agir rapidement. Il chercha un avocat spécialisé en droit familial et prit un rendez-vous urgent. Le lendemain, il se rendit au cabinet accompagné d'Elena, qui apporta les dessins perturbants que la fillette avait réalisés. L'avocat, un homme âgé aux cheveux blancs nommé Thomas, analysa les documents et écouta attentivement le récit. Il fut direct. La situation était compliquée. Katharina avait la garde légale. Pour la lui retirer, il faudrait prouver une négligence grave ou des abus. Et cela nécessiterait du temps et des preuves solides. L'homme d'affaires demanda combien de temps. Thomas répondit que cela pourrait prendre des mois. Peut-être plus d'1 an. Pendant cette période, la fillette devrait rester sous protection. Mais si Katharina intentait une action en récupération, le juge pourrait ordonner le retour immédiat de l'enfant. À moins qu'il n'y ait des preuves irréfutables que la vie de la fillette était en danger. Thomas suggéra de chercher des témoins, des dossiers médicaux, toutes choses pouvant montrer l'historique des abus. Il recommanda également que la fillette passe une évaluation psychologique pour documenter les traumatismes. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Katharina était furieuse. Elle était retournée sur le terrain abandonné 2 jours après avoir laissé la fillette, espérant trouver le corps ou tout signe que le problème avait été résolu. Mais le sac était vide. Quelqu'un avait trouvé l'enfant. Et cela signifiait que ses plans étaient en danger. Elle devait agir rapidement. Elle devait récupérer la fillette avant que quelqu'un ne pose trop de questions. Assise dans son luxueux appartement avec vue sur le fleuve, Katharina appela Harold Blake. Il décrocha à la 2e sonnerie, la voix traînante et confiante. Elle expliqua la situation, et il rit. Il dit que c'était facile à résoudre. Il suffisait de déposer une plainte affirmant que la nièce avait disparu. Puis, répandre la nouvelle dans les médias. Créer un récit de tante désespérée cherchant sa chère nièce. Quand on découvrirait qui avait l'enfant, on accuserait cette personne d'enlèvement. Aussi simple que cela. Katharina sourit. C'était exactement le type de plan qu'elle espérait. Le lendemain, elle se rendit au commissariat accompagnée de Harold. Elle était impeccablement vêtue, avec une robe noire discrète et les yeux gonflés, comme si elle avait passé des jours à pleurer. Elle raconta au commissaire que sa nièce avait disparu depuis 1 semaine. Elle dit que la fillette avait fugué après une petite dispute. Elle montra de vieilles photos de l'enfant, toutes retouchées pour qu'elle semble bien traitée et heureuse. Le commissaire, ému, enregistra la plainte immédiatement et promit de diffuser l'affaire. En 48 heures, le visage de la fillette était à la une de tous les journaux locaux. Le titre disait « Tante désespérée cherche sa nièce disparue ». Katharina donna des interviews en larmes, suppliant que toute personne ayant des informations prenne contact. Harold restait à ses côtés, jouant le rôle de l'avocat inquiet et protecteur. L'opinion publique fut touchée. Sur les réseaux sociaux, des messages de soutien envahissaient les profils de Katharina. Personne ne soupçonnait la vérité. Lorsque l'homme d'affaires vit la nouvelle à la télévision, il sentit le sol disparaître sous ses pieds.
Il était assis dans le salon avec Elena et Pamela. La fillette sauvée jouait dans le jardin, commençant enfin à se détendre. Et maintenant cela. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un fasse le lien. Avant que quelqu'un ne se rende compte que l'enfant disparu était dans son manoir. Et quand cela arriverait, il serait accusé d'enlèvement. Pamela regarda son père, les yeux grands ouverts de peur. Elle demanda ce qu'ils allaient faire. L'homme d'affaires n'avait pas de réponse. Il dit seulement qu'il devait réfléchir. Elena suggéra de contacter immédiatement l'avocat Thomas. Il accepta. Il appela le cabinet, mais Thomas était en audience. Il laissa un message urgent et passa le reste de la journée à tenter de garder son calme. Cette nuit-là, la fillette fit un cauchemar. Elle se réveilla en criant, en sueur froide. Elena courut dans la chambre et la trouva recroquevillée dans son lit, tremblante. L'enfant pleurait, répétant un seul mot, « Tante ». Elena la serra dans ses bras, tentant de la calmer. Peu à peu, la fillette commença à parler. Pour la première fois depuis son sauvetage, elle raconta son histoire. Elle dit que sa mère était gentille mais toujours malade. Elle raconta qu'après la mort de sa mère, elle avait été vivre avec sa tante. Au début, la tante faisait semblant d'être gentille devant les autres. Mais lorsqu'elles étaient seules, tout changeait. La tante criait, frappait, l'enfermait dans une petite pièce sombre pendant des heures. Elle disait que l'enfant était un fardeau, qu'elle aurait dû mourir avec sa mère inutile. La fillette raconta qu'elle avait essayé de s'enfuir une fois, mais la tante la retrouva et la frappa tellement qu'elle ne put marcher pendant 2 jours. Après cela, elle n'essaya plus jamais. Elena écoutait, les larmes coulant sur son visage. Elle prit la main de la fillette et promit qu'elle ne laisserait plus jamais personne lui faire du mal. L'enfant demanda si c'était vrai, si elle était vraiment en sécurité. Elena hocha la tête, mais à l'intérieur, elle ressentait une lourdeur dans la poitrine. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Thomas rappela enfin. L'homme d'affaires lui raconta la nouvelle et la campagne médiatique. Thomas soupira profondément. La situation était devenue beaucoup plus compliquée. Maintenant, Katharina avait l'opinion publique de son côté. Toute tentative de révéler la vérité serait perçue comme une attaque contre une tante désespérée. Ils avaient besoin de preuves irréfutables. Et ils devaient agir avant que la police ne frappe à la porte. Thomas suggéra de chercher l'ancienne voisine de la mère de la fillette. Peut-être savait-elle quelque chose qui pourrait aider. Le détective privé fut de nouveau contacté. Il localisa la voisine, une vieille dame nommée Margarida, qui vivait dans un ancien immeuble de banlieue. Lorsque le détective frappa à sa porte, elle le reçut avec méfiance. Mais lorsqu'il expliqua le motif de sa visite, ses yeux se remplirent de larmes. Margarida dit qu'elle connaissait bien la mère de la fillette. Elle affirma que c'était une femme travailleuse et dévouée, qui faisait tout pour sa fille. Mais elle savait aussi que Katharina avait toujours été jalouse de sa sœur. Jalouse parce que la sœur était aimée, tandis que Katharina était crainte. Jalouse parce que la sœur avait trouvé un homme qui l'aimait, même s'il était mort avant la naissance de la fille. Margarida dit quelque chose qui fit frissonner le détective. Elle avait une valise avec des effets personnels de la mère de la fillette. Des affaires que Katharina n'avait jamais prises parce qu'elle s'en fichait. Le détective demanda à voir la valise. Margarida alla dans la chambre et revint en portant une valise en cuir usé. À l'intérieur, il y avait de vieux vêtements, des photos et un carnet à couverture rigide. Le détective ouvrit le carnet et trouva un journal intime. Les pages étaient remplies de récits écrits par la mère de la fillette. Elle décrivait sa routine, ses rêves pour sa fille, et aussi ses peurs. Dans l'une des dernières entrées, datée de 2 semaines avant sa mort, elle écrivait quelque chose de terrifiant. Elle disait que Katharina était apparue chez elle, offrant de l'aide pour les factures médicales. Mais l'aide venait avec des conditions. Katharina voulait que sa sœur signe des documents lui donnant procuration pour administrer l'héritage de sa fille au cas où quelque chose arriverait. La mère refusa. Quelques jours plus tard, elle commença à se sentir mal. Les symptômes étaient étranges. Vertige, vomissements, faiblesse extrême. Elle soupçonnait que quelqu'un empoisonnait sa nourriture. Mais elle n'avait pas de preuves. Et elle était trop faible pour chercher de l'aide. Le détective photographia chaque page du journal et emporta tout chez l'homme d'affaires. Lorsqu'il lut les récits, il ressentit un mélange d'horreur et de détermination. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était bien pire. Katharina avait tué sa propre sœur pour s'emparer de l'héritage. Et maintenant, elle voulait récupérer la fillette, non par amour, mais pour garder le contrôle de l'argent. Il ne permettrait pas que cela arrive. Pas tant qu'il aurait la force de se battre. L'homme d'affaires savait qu'il avait peu de temps. Katharina et Harold Blake ne se reposeraient pas avant de retrouver la fillette.
Et lorsqu'ils découvriraient où elle se trouvait, ils utiliseraient tout le pouvoir des médias et du système judiciaire pour le détruire. Il avait besoin d'un plan. Non seulement pour se défendre, mais pour garantir que la vérité éclate. Il appela Thomas à une réunion urgente dans son manoir, cette fois en présence du détective privé. Les trois se réunirent dans la bibliothèque. L'homme d'affaires posa le journal sur la table, avec les photos et documents que le détective avait collectés. Thomas lut chaque page attentivement, les yeux s'écarquillant à chaque révélation. Lorsqu'il eut terminé, il retira ses lunettes et se frotta le visage. C'était explosif. S'il parvenait à prouver que Katharina avait empoisonné sa sœur, elle non seulement perdrait la garde, mais serait arrêtée pour homicide. Le problème était que le journal seul ne suffisait pas. Ils avaient besoin de preuves supplémentaires. Le détective suggéra d'exhumer le corps de la mère de la fillette pour réaliser une autopsie toxicologique. Thomas secoua la tête. Cela prendrait des mois pour obtenir l'autorisation judiciaire, et il n'y avait aucune garantie de trouver quelque chose après tant de temps. Il devait adopter une autre approche. Ils devaient trouver des témoins pouvant corroborer les abus. Ils avaient besoin des dossiers médicaux de la fillette. Ils avaient besoin de toute preuve physique montrant le traitement inhumain qu'elle avait subi. L'homme d'affaires eut une idée. Il demanda au détective de chercher le médecin qui s'occupait de la famille. Si la fillette avait subi des blessures graves, il y avait certainement eu des soins hospitaliers. Le détective prit note et partit immédiatement. Pendant ce temps, Thomas commença à préparer la défense légale. Il rédigea une requête sollicitant la garde temporaire de l'enfant, se basant sur le sauvetage et les preuves préliminaires d'abus. Il savait que le juge pourrait refuser, mais il devait tenter. Ce même après-midi, Helena eut une conversation importante avec la fillette. Elles étaient dans le jardin, assises sous l'ombre d'un arbre touffu. L'enfant avait commencé à s'ouvrir davantage, parlant de petits souvenirs de sa mère. Helena comprit que c'était le moment idéal pour poser des questions difficiles. D'une voix douce, elle demanda si la fillette se souvenait d'être allée chez le médecin ou à l'hôpital lorsqu'elle vivait avec sa tante. L'enfant resta silencieuse longtemps. Puis elle acquiesça. Elle raconta qu'une fois, à 6 ans, sa tante l'avait poussée dans l'escalier lors d'une crise de colère. Elle avait frappé sa tête et avait perdu connaissance. À son réveil, elle se trouvait à l'hôpital. Une infirmière gentille s'était occupée d'elle et avait posé des questions sur ses blessures. Mais la tante était à côté, affirmant que la fillette était tombée toute seule en jouant. L'infirmière ne sembla pas y croire, mais ne dit rien. Après ce jour, la tante ne l'emmena plus jamais à l'hôpital, peu importe l'ampleur de ses blessures. Helena nota mentalement chaque détail. Cette infirmière pourrait être un témoin crucial. Elle raconta tout à l'homme d'affaires dès son retour d'une réunion avec ses avocats. Il transmit immédiatement l'information au détective, qui commença à rechercher les dossiers hospitaliers concernant la fillette. Cela prit 2 jours, mais il les trouva enfin. Il y avait un dossier de soins d'urgence dans un hôpital public, daté d'1 an et demi auparavant. La fillette était entrée avec un traumatisme crânien et de multiples contusions. Le rapport médical indiquait une suspicion d'abus, mais aucune mesure n'avait été prise. Le détective retrouva l'infirmière qui avait pris en charge la fillette ce jour-là. Elle s'appelait Rachel et travaillait encore dans le même hôpital. Lorsqu'il la contacta, elle se souvint immédiatement de l'affaire. Elle déclara qu'elle n'avait jamais oublié cette petite fille effrayée, aux grands yeux remplis de peur. Elle avait essayé de contacter les services de protection de l'enfance, mais son supérieur de l'époque l'en avait empêché, arguant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes et qu'accuser une avocate influente sans preuve concrète pourrait entraîner un procès contre l'hôpital. Rachel accepta de témoigner. Elle expliqua qu'elle ne pouvait plus dormir en paix, sachant qu'elle avait échoué à protéger cet enfant. Le détective enregistra tout en vidéo, avec son autorisation, et remit le matériel à Thomas. L'avocat sourit pour la première fois depuis des jours. C'était de l'or. Un témoignage d'un professionnel de santé, soutenu par des documents officiels de l'hôpital. C'était exactement le type de preuve dont ils avaient besoin. Mais il y avait un problème. Katharina intensifiait ses attaques. Elle avait engagé une agence de relations publiques pour amplifier sa campagne médiatique. Maintenant, en plus des journaux locaux, l'affaire était discutée dans des émissions nationales. Des célébrités partageaient l'histoire de la tante dévouée cherchant sa nièce disparue. Certaines offraient même des récompenses pour obtenir des informations. La pression sur la police augmenta. Elle intensifia la recherche. C'est alors que l'inévitable se produisit. Un des employés du manoir, un jardinier récemment embauché, reconnut la fillette sur une photo diffusée à la télévision. Il n'hésita pas. Il appela la ligne directe que Katharina avait créée et informa de la localisation de l'enfant. Katharina faillit crier de joie en recevant l'appel. Elle alerta immédiatement Harold Blake,
qui engagea une procédure judiciaire de recherche et saisie. Parallèlement, Katharina donna une conférence de presse annonçant qu'elle avait découvert où se trouvait sa nièce. Elle accusa l'homme d'affaires de séquestration et exigea le retour immédiat de l'enfant. La nouvelle explosa. En quelques heures, caméras et journalistes encerclèrent le manoir. L'homme d'affaires se retrouva au centre d'un ouragan médiatique. Il était présenté comme un milliardaire ayant kidnappé une enfant innocente, profitant de sa vulnérabilité. Personne ne voulait entendre sa version. La narration était déjà établie. Pamela pleurait, cachée dans sa chambre, effrayée par les caméras et les cris à l'extérieur. La fillette sauvée ne comprenait pas ce qui se passait, mais ressentait la panique dans l'air. L'homme d'affaires reçut l'ordre judiciaire de recherche et saisit. Il disposait de 24 heures pour remettre l'enfant, sinon la police envahirait la propriété. Thomas demanda une audience d'urgence avec le juge, arguant que la vie de la fillette était en danger. Il apporta le journal, le témoignage de Rachel et les documents hospitaliers. La juge, une femme de 50 ans nommée Elisabeth, accepta d'examiner le matériel avant d'exécuter l'ordre. L'audience fut fixée au lendemain. Ce serait le moment décisif. L'homme d'affaires passa la nuit éveillé, révisant chaque document, chaque détail. Victor, son chauffeur fidèle, apparut tard dans la nuit au bureau. Il dit qu'il avait quelque chose d'important à raconter. Il révéla avoir été témoin d'un élément crucial le jour de l'abandon. Il était dans la voiture, attendant que son patron inspecte le terrain, lorsqu'il vit toute la scène. Il vit Katharina sortir du sedan, traîner le sac, le jeter dans les déchets et s'enfuir précipitamment. Il ne l'avait pas mentionné auparavant, car il ne savait pas que c'était important. Mais maintenant, il comprenait. Son témoignage pourrait être la pièce manquante. L'homme d'affaires étreignit Victor, reconnaissant. Il lui demanda de se préparer à témoigner à l'audience. Victor accepta sans hésiter. Le lendemain matin, tous se réunirent au tribunal. La salle était pleine. D'un côté, l'homme d'affaires avec Thomas, le détective, Victor, Elena et Rachel. De l'autre, Katharina avec Harold Blake, entourée de conseillers en communication et de partisans. Katharina portait une robe discrète et avait les yeux rouges, comme si elle n'avait pas cessé de pleurer. Elle regarda l'homme d'affaires avec une haine à peine dissimulée. La juge Elisabeth entra et demanda l'ordre. Elle commença par écouter l'avocat de Katharina, Harold Blake. Il fut éloquent, peignant l'homme d'affaires comme un prédateur ayant profité d'un moment de vulnérabilité pour kidnapper un enfant. Il affirma que Katharina était désespérée, qu'elle aimait sa nièce plus que tout, et qu'elle était injustement accusée par un homme puissant essayant d'échapper aux conséquences de ses actes. Il présenta des photos manipulées montrant Katharina et la fillette soi-disant heureuses ensemble. Lorsque ce fut le tour de Thomas, il alla droit au but. Il présenta le journal de la mère, lisant des extraits décrivant les peurs et les soupçons à l'égard de Katharina. Il montra le dossier hospitalier et appela Rachel à témoigner. L'infirmière, visiblement nerveuse, raconta tout ce qu'elle avait vu. Elle décrivit les blessures de la fillette, l'expression de terreur sur son visage et l'attitude froide de Katharina. Elle déclara n'avoir jamais oublié cette affaire et qu'elle regrettait de ne pas avoir insisté davantage. Harold Blake tenta de discréditer le témoignage, arguant que Rachel était manipulée par l'homme d'affaires. Mais Thomas avait plus. Il appela Victor, qui relata avec détail ce qu'il avait vu dans le terrain abandonné. Il décrivit Katharina jetant le sac contenant l'enfant et s'enfuyant sans se retourner. Il dit que cette scène le hantait depuis et qu'il était là pour s'assurer que la vérité soit connue. La salle tomba silencieuse. Katharina pâlit. Harold Blake tenta de protester, mais la juge leva la main, demandant le silence. Elle examina à nouveau les documents, son visage devenant de plus en plus sérieux. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle demanda que la fillette soit amenée dans la salle. Elena, qui se trouvait à l'extérieur pour s'occuper de l'enfant, l'amena auprès de la juge. La magistrate se baissa, se mettant à la hauteur de l'enfant, et demanda d'une voix douce où elle voulait être. L'enfant regarda Katharina et commença à trembler. Ses mains agrippèrent la jupe d'Elena avec force. Elle secoua la tête, murmurant « non » à plusieurs reprises. Puis, elle regarda l'homme d'affaires et lui tendit les bras. Il la prit dans ses bras, et elle cacha son visage contre sa poitrine, pleurant. Ce geste simple en disait plus que n'importe quel témoignage. La juge sentit un nœud dans sa gorge. Elle retourna à son siège et frappa le marteau. La décision serait annoncée dans 48 heures. D'ici là, la fillette resterait sous la garde temporaire de l'homme d'affaires, sous la surveillance des services sociaux. Les 48 heures suivantes furent les plus tendues de la vie de l'homme d'affaires. Il dormait à peine, mangeait à peine. Il passait ses journées au bureau avec Thomas, révisant chaque document,
chaque détail pouvant faire la différence dans la décision finale. Le manoir était sous surveillance constante des services sociaux. Une assistante sociale rendait visite à la fillette chaque jour, observant comment elle interagissait avec la famille, comment elle était traitée. L'enfant, malgré la peur de ce qui pourrait arriver, montrait des signes de récupération. Elle souriait davantage, jouait avec Pamela et commençait même à appeler Elena tante. Pamela s'était complètement transformée. La jalousie initiale avait laissé place à un amour protecteur véritable. Elle passait des heures avec la fillette, lui apprenant à lire, lui montrant ses jouets, racontant des histoires avant le coucher. Les deux étaient devenus inséparables. Et cela rendait tout encore plus douloureux. Si la juge décidait de rendre l'enfant à Katharina, ce serait dévastateur pour tous. Pendant ce temps, quelque chose d'intéressant se passait en coulisses. Un journaliste d'investigation nommé Daniel, travaillant pour un journal indépendant, commença à se méfier du récit vendu par Katharina. Il était connu pour ne pas accepter les versions officielles sans les questionner. Il y avait quelque chose dans toute cette histoire qui ne collait pas. Pourquoi une tante si dévouée avait-elle mis des jours à signaler la disparition de sa nièce? Pourquoi n'y avait-il pas de photos récentes de la fillette? Pourquoi tous les voisins qu'il avait tenté d'interroger refusaient de parler? Daniel décida d'enquêter par lui-même. Il se rendit dans le quartier où vivait Katharina et commença à poser des questions. Il frappa à toutes les portes, parla avec des commerçants, des portiers, toute personne pouvant avoir des informations. Au début, tous refusaient de parler. Mais il était persistant. Enfin, une dame âgée vivant dans l'appartement à côté de celui de Katharina accepta de parler, à condition que son identité soit protégée. La femme raconta des choses perturbantes. Elle disait entendre des cris venant de l'appartement de Katharina presque toutes les nuits. Des cris d'enfants pleurant, demandant d'arrêter. Elle confia qu'elle avait pensé à appeler la police à plusieurs reprises, mais qu'elle avait peur de Katharina, qui était avocate et avait des connexions puissantes. D'autres voisins confirmèrent la même histoire. Une commerçante affirma que la fillette apparaissait toujours vêtue de vêtements vieux et sales, tandis que Katharina portait des vêtements de marque. Un portier révéla qu'il avait trouvé un jour la fillette dormant dans l'escalier de l'immeuble, avec des marques violettes sur les bras. Daniel enregistra tout. Il découvrit également quelque chose d'explosif. Grâce à ses sources dans le système bancaire, il obtint des informations sur les mouvements financiers de Katharina. Au cours des 6 derniers mois, elle avait retiré d'importantes sommes du compte qu'elle gérait au nom de sa nièce. L'argent servait à payer des voyages, des restaurants chers et même une nouvelle voiture. C'était un détournement de patrimoine mineur. Un crime grave. Mais la découverte la plus choquante survint lorsque Daniel eut accès aux images de vidéosurveillance d'une pharmacie proche de la maison où vivait la mère de la fillette. Les images, datant de 3 semaines avant la mort de la mère, montraient Katharina achetant une grande quantité de raticides. Le poison contenait du thallium, une substance provoquant des symptômes similaires à ceux décrits dans le journal de la mère. Daniel ressentit un frisson dans l'échine. Il avait en main des preuves d'un possible homicide. Il compila tout dans un reportage détaillé et tenta de le publier dans son journal. Mais le rédacteur, sous pression des annonceurs liés au cabinet d'Harold Blake, refusa de publier. Daniel ne renonça pas. Il décida de remettre le matériel directement à l'homme d'affaires et à son avocat. Il se présenta au bureau de Thomas la veille de l'audience finale, portant une liasse de documents et une clé USB avec les enregistrements. Thomas et l'homme d'affaires furent stupéfaits par la quantité de matériel. Ils passèrent la nuit entière à tout analyser. Les vidéos de la pharmacie étaient dévastatrices. Les témoignages des voisins corroborèrent tout ce qu'ils suspectaient déjà. Et les preuves de détournement d'argent prouvaient que Katharina ne s'était jamais souciée du bien-être de sa nièce. Elle ne voulait que l'héritage. Thomas contacta immédiatement la juge Elisabeth, demandant une audience extraordinaire avant la décision finale. Il fit valoir que des preuves cruciales venaient de surgir, changeant complètement la donne de l'affaire. La juge, intriguée, accepta. L'audience fut fixée pour le lendemain matin. Cette fois, la salle était encore plus remplie. Daniel était également présent, déterminé à voir la justice triompher. Katharina et Harold Blake entrèrent confiants. Ils croyaient que la décision leur serait favorable. Après tout, ils avaient les médias de leur côté, la narration était déjà établie. Mais cette confiance se transforma rapidement en désespoir. La juge Elisabeth ouvrit la séance et donna la parole à Thomas. L'avocat commença par présenter les nouvelles preuves. D'abord, il fit témoigner les voisins de Katharina. Un à un, ils racontèrent les cris, les mauvais traitements, la négligence. Harold Blake tenta d'interrompre, affirmant que ces témoignages étaient biaisés et sans valeur légale. Mais la juge le fit taire. Elle voulait tout entendre. Puis Thomas présenta les relevés bancaires.
Il montra comment Katharina avait détourné plus de 50 000 $ du compte de sa nièce en seulement 6 mois, dépensant en frivolité tandis que l'enfant vivait dans des conditions dégradantes. Harold Blake pâlit. C'était quelque chose qu'il ignorait lui-même. Katharina commença à transpirer à grosses gouttes. Elle comprit que sa stratégie s'effondrait. Mais le coup final restait à venir. Thomas connecta un projecteur et commença à diffuser les images de la pharmacie. La salle entière regarda en silence Katharina apparaître à l'écran, achetant le raticide. L'avocat expliqua que ce poison contenait du thallium, une substance létale provoquant exactement les symptômes que la mère de la fillette avait présentés avant de mourir. Il suggéra d'exhumer le corps pour une autopsie toxicologique. Si des traces de thallium étaient trouvées, Katharina serait accusée d'homicide. La salle éclata en murmures. Les journalistes commencèrent à taper frénétiquement sur leur téléphone. Les caméras braquèrent sur Katharina, pâle comme un linge. Harold Blake se leva, tentant de protester, mais sa voix tremblait. Il n'avait plus d'arguments. La juge frappa le marteau, demandant le calme. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle ordonna que Katharina soit immédiatement arrêtée, sous accusation de suspicion d'homicide, de maltraitance infantile et de détournement de patrimoine mineur. Des policiers entrèrent dans la salle et s'approchèrent de Katharina. Elle tenta de résister, criant que c'était absurde, qu'elle était persécutée. Mais les menottes furent passées à ses poignets. En étant emmenée hors de la salle, elle regarda l'homme d'affaires avec une haine pure. Elle cria qu'il paierait pour cela, qu'il avait détruit sa vie. L'homme d'affaires la regarda en silence. Il n'y avait aucun triomphe dans ses yeux. Juste un profond soulagement. Harold Blake ne sortit pas non plus indemne. La juge, après avoir examiné les documents présentés par Thomas, découvrit qu'il avait falsifié une partie des documents de garde présentés initialement. Il y avait également des preuves qu'il avait accepté des pots de vin pour manipuler le procès. La juge suspendit sa licence d'avocat et ordonna l'ouverture d'une enquête criminelle contre lui. Harold tenta de quitter discrètement, mais fut empêché par les agents de sécurité du tribunal. Il fut également arrêté. La juge se tourna vers l'homme d'affaires. Elle analysa tous les rapports des services sociaux, toutes les preuves présentées, tous les témoignages. Puis, elle rendit sa décision. La garde définitive de la fillette serait confiée à l'homme d'affaires. Elle cita le lien affectif évident qui s'était formé, les conditions excellentes dont l'enfant bénéficiait dans le manoir, et surtout, le souhait exprimé par la fillette elle-même. De plus, elle détermina que Katharina, même si elle était ultérieurement acquittée des accusations criminelles, ne pourrait jamais avoir de contact avec sa nièce. L'homme d'affaires sentit ses jambes fléchir. Elena, assise à ses côtés, commença à pleurer. Victor sourit pour la première fois depuis des jours. Pamela, qui avait insisté pour être présente à l'audience finale, sauta de sa chaise et embrassa son père. Dehors, la fillette attendait avec une assistante sociale. Lorsqu'on lui annonça la décision, elle ne dit rien. Elle se jeta simplement dans les bras de l'homme d'affaires et pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. La nouvelle de ce retournement se répandit rapidement. Daniel publia son reportage complet sur un portail indépendant, et il devint viral en quelques heures. La narration changea complètement. Katharina, auparavant vue comme une victime, était désormais présentée comme le monstre qu'elle était réellement. L'homme d'affaires, accusé de séquestration, était maintenant célébré comme un héros. Mais il se moquait de l'opinion publique. Tout ce qui importait, c'était que cette fillette était enfin en sécurité. Dans les jours suivants, l'autopsie du corps de la mère fut réalisée. Les résultats confirmèrent les soupçons. Des niveaux élevés de thallium furent trouvés dans les tissus osseux, prouvant un empoisonnement chronique. Katharina fut formellement accusée de meurtre prémédité. Le procès pénal débuterait bientôt, et elle risquerait des décennies de prison si elle était condamnée. Harold Blake fut également accusé d'entrave à la justice et de falsification de documents. Sa carrière était détruite. La vérité avait triomphé. Mais le chemin pour y parvenir avait été long et douloureux. L'homme d'affaires savait que la fillette aurait encore beaucoup à digérer, de nombreuses blessures émotionnelles à guérir. Mais maintenant, elle possédait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle avait une famille qui l'aimait. Elle avait un foyer où elle était valorisée. Elle avait un avenir devant elle. Et cela faisait toute la différence. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'audience finale. Le manoir qui semblait autrefois vaste et vide était maintenant plein de vie. Le son des rires d'enfants résonnait dans les couloirs. La fillette, qui auparavant n'avait pas de nom dans les registres officiels car Katharina ne s'était jamais souciée de l'enregistrer correctement, avait désormais des documents légalisés. L'homme d'affaires, avec elle, avait choisi un nom rendant hommage à sa défunte mère. Ce simple geste signifiait plus que quiconque pourrait imaginer.
Cela signifiait identité. Cela signifiait appartenance. Cela signifiait qu'elle existait enfin aux yeux du monde. L'adaptation ne fut pas facile. Pendant les premiers mois, la fillette se réveillait au milieu de la nuit avec des cauchemars terribles. Elle rêvait qu'elle était de retour dans la petite chambre sombre, entendant les cris de Katharina. Elle rêvait que l'homme d'affaires renonçait à elle et la renvoyait à la décharge. Elena courait toujours dans sa chambre dès qu'elle entendait ses cris, la prenait dans ses bras et restait à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Avec le temps, les cauchemars diminuèrent. La thérapie avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles portait ses fruits. Pamela était devenue la grande sœur que la fillette n'avait jamais eue. Elle lui apprit à faire du vélo dans le vaste jardin du manoir. Elle lui apprit à nager dans la piscine. Elle l'accompagnait à l'école tous les jours et l'attendait à la sortie pour rentrer ensemble. Au début, certains enfants se moquaient de la fillette à cause de ses difficultés scolaires. Elle avait perdu des années importantes d'éducation en vivant sous l'emprise d'abus. Mais Pamela la défendait toujours, restait toujours à ses côtés. Et peu à peu, les autres enfants commencèrent à accepter et même à apprécier la nouvelle camarade. La fillette découvrit qu'elle avait un talent pour le dessin. Mais désormais, ses dessins étaient différents. Ce n'étaient plus des maisons en flammes ou des personnes criant. C'étaient des fleurs colorées, des papillons, des paysages de jardin baignés de lumière. La psychologue expliqua que c'était un signe de guérison. L'enfant traitait son traumatisme et trouvait des moyens sains d'exprimer ses émotions. L'homme d'affaires encadra plusieurs de ses dessins et les accrocha au mur du manoir. Chaque fois qu'elle voyait ses œuvres exposées, elle souriait avec fierté. Le procès criminel de Katharina eut lieu 4 mois après son incarcération. Le jury mit seulement 3 heures à délibérer. Elle fut reconnue coupable de meurtre volontaire, de sévices graves sur enfants, d'abandon de personnes incapables et de détournement de patrimoine. La peine fut sévère, 35 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 20 ans. Lorsque la sentence fut lue, Katharina s'effondra sur sa chaise, en pleurs. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes de colère d'avoir été attrapée. Harold Blake eut un sort similaire. Condamné pour falsification de documents, obstruction à la justice et association criminelle, il écopa de 15 ans de prison. Sa licence pour exercer la profession d'avocat fut révoquée définitivement. Le cabinet où il travaillait entra en crise de réputation et ferma ses portes quelques mois plus tard. Personne ne voulait être associé au scandale. L'homme d'affaires ne ressentit aucune satisfaction face aux condamnations. Juste un soulagement. Le soulagement de savoir que ces personnes ne pourraient plus jamais blesser quiconque. Il n'assista pas au procès. Il ne voulait pas revivre tout cela. Il préféra rester à la maison, jouant avec les filles dans le jardin, créant des souvenirs heureux pouvant effacer les douloureux. L'histoire eut des répercussions au-delà du cercle familial. Daniel, le journaliste d'investigation, reçut des prix importants pour son reportage. Mais le plus significatif fut l'impact social qu'il eut. Des milliers de personnes commencèrent à prêter plus d'attention aux signes de maltraitance infantile dans leur communauté. Les lignes d'assistance au signalement connurent une augmentation notable d'appels. Des dizaines d'enfants furent secourus de situations similaires dans les mois suivants. L'affaire servit d'alerte. Le mal se cache souvent derrière des apparences respectables. Rachel, l'infirmière ayant témoigné dans l'affaire, devint militante pour les droits des enfants. Elle créa un protocole plus strict à l'hôpital où elle travaillait pour identifier et signaler les cas d'abus. D'autres hôpitaux de la région adoptèrent le même protocole. Elle rendait visite à la fillette de temps en temps, et un lien spécial s'était développé entre elles. Rachel disait que sauver cet enfant avait racheté son erreur d'il y a des années. Victor, le chauffeur fidèle, fut promu directeur des opérations des entreprises du patron. Son courage à témoigner, malgré la pression et les possibles représailles, ne passa pas inaperçu. Il devint une figure paternelle pour la fillette, lui apprenant de petites choses sur la mécanique et l'emmenant en sortie le week-end. Elle adorait s'asseoir sur le siège passager et écouter ses histoires. Elena continua d'être le cœur de la maison. Elle traitait les 2 filles avec égale affection, mais accordait une attention particulière à la plus jeune, qui nécessitait encore des soins supplémentaires. C'est Elena qui apprit à la fillette à cuisiner des biscuits, à coudre, à s'occuper des plantes du jardin. C'est Elena qui la tenait dans ses bras lorsqu'elle pleurait sa mère qui ne reviendrait jamais. C'est Elena qui lui murmurait à l'oreille qu'elle était aimée, valorisée et spéciale. 1 an après le sauvetage, l'homme d'affaires organisa une fête d'anniversaire pour la fillette. C'était son 8e anniversaire et ce serait la première véritable célébration de sa vie. Le jardin fut décoré de ballons colorés, un château gonflable géant, des tables pleines de friandises et de snacks. Des dizaines de camarades de classe furent invités.
La fillette portait une nouvelle robe, choisie par elle-même, et avait un sourire illuminant tout l'environnement. Lorsque vint l'heure de chanter « Joyeux anniversaire », elle était entourée de personnes qui tenaient vraiment à elle. Pamela était à ses côtés, lui tenant la main. Elena avait préparé un gâteau à 3 étages décoré de papillons en sucre. Victor filmait tout avec son téléphone, ému. L'homme d'affaires l'observait de loin, les larmes aux yeux. Il pensa à sa défunte épouse et sentit qu'elle serait fière. Il avait honoré ses paroles. Il avait vu la souffrance d'autrui et agi. La fillette ferma les yeux et fit un vœu avant de souffler les bougies. Personne ne sut ce qu'elle demanda, mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle regarda l'homme d'affaires et prononça, pour la première fois, le mot qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Elle l'appela papa. Ce moment simple, ce mot unique, valait plus que toutes les richesses qu'il possédait. Dans les mois suivants, la vie suivit son cours naturel. La fillette se développa académiquement, rattrapant ses camarades de classe. Elle découvrit qu'elle aimait les sciences et rêvait de devenir vétérinaire plus tard. Pamela se préparait pour le lycée et parlait déjà de l'université. Les deux prévoyaient d'étudier ensemble, de vivre ensemble à l'âge adulte. Elles étaient devenues de véritables sœurs, liées non par le sang, mais par quelque chose de plus fort, l'amour véritable. L'homme d'affaires réduisit ses heures de travail pour passer plus de temps avec ses filles. Il se rendit compte qu'il avait passé des années à se concentrer uniquement sur l'accumulation de richesses, oubliant de vivre. Cette fillette abandonnée à la décharge l'avait sauvé autant qu'il l'avait sauvée. Elle lui rappela ce qui importait vraiment, la famille, l'amour, la compassion, le but. Un après-midi tranquille, la fillette dessinait dans la bibliothèque tandis que l'homme d'affaires lisait à côté d'elle. Elle s'arrêta et le regarda. Elle demanda pourquoi il l'avait sauvé ce jour-là. Pourquoi il n'avait pas simplement appelé la police et suivi sa vie. Il posa son livre et la regarda dans les yeux. Il dit que dès qu'il avait vu ce sac poubelle bouger, il sut que sa vie allait changer. Il dit que lorsqu'il l'avait vue recroquevillée, effrayée et seule, il avait vu en elle l'occasion de faire une différence dans le monde. Il dit que parfois, un seul choix peut tout changer. Et il avait choisi de la voir comme un être humain méritant dignité. La fillette sourit et se remit à dessiner. Cette fois, elle dessina une famille. Un homme grand, 2 filles se tenant la main, une femme âgée souriante et un homme au volant d'une voiture. En dessous, elle écrivit avec une écriture encore hésitante « Ma famille ». L'homme d'affaires rangea ce dessin dans son coffre personnel, avec les documents les plus importants qu'il possédait. Pour lui, cela valait plus que l'or. L'histoire de cette fillette abandonnée comme un déchet, mais sauvée par l'amour, se répandit comme source d'inspiration. Elle prouva que même dans les situations les plus sombres, la bonté peut briller. Elle prouva qu'une personne déterminée peut faire une différence absolue dans la vie d'une autre. Elle prouva que la famille ne se limite pas au sang, mais consiste à choisir d'aimer et de protéger ceux qui en ont besoin. Et plus important encore, elle prouva que chaque enfant mérite d'être vu, entendu et valorisé. Qu'aucun ne devrait être abandonné, oublié ou maltraité. Que toute la société a la responsabilité de protéger les plus vulnérables. Parce que lorsqu'on sauve un enfant, on sauve l'avenir. Et lorsque l'on choisit de détourner le regard, on permet au mal de triompher. L'homme d'affaires apprit que la véritable richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires, mais dans les étreintes sincères. Que le succès ne se mesure pas au profit, mais aux vies transformées. Que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de guérir des blessures qui semblaient impossibles à refermer. La fillette apprit que tous les adultes ne sont pas mauvais. Qu'il existe des personnes bonnes prêtes à la protéger. Qu'elle a de la valeur, peu importe ce qu'on lui a dit dans le passé. Qu'elle mérite amour, soin et respect. Et que son passé ne définit pas son avenir. Pamela apprit que partager n'amoindrit pas l'amour, mais le multiplie. Que d'avoir une sœur à protéger la rend plus forte. Que la compassion est un choix quotidien. Et nous tous, qui avons entendu cette histoire, avons appris une leçon essentielle. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un seul acte de bonté. Ne jamais ignorer la souffrance à laquelle on assiste. Ne jamais penser que l'on ne peut pas faire de différence. Parce qu'on peut. Toujours. Il suffit de choisir de voir, de choisir d'agir, de choisir d'aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui inspirent et transforment.